bienvenue à cette deuxième session de cette après-midi d'études. Je vais introduire brièvement cette session. Lors de la première partie, nous avons déjà évoqué qu'afin de pouvoir réagir vite aux besoins de la population, qu'il fallait réfléchir, qu'il fallait quitter les sentiers battus et il fallait aussi collaborer avec tous les partenaires afin de pouvoir réagir vite. Et ce n'était pas uniquement au sein des services publics. Nous étions aussi satisfaits de voir qu'il y a eu des initiatives qui ont été prises dans le monde académique, disons. Il y a eu le consortium de l'Université d'Anvers et de l'Université de Louvain qui a été créé pour regarder les conséquences de la crise économique pour nos ménages. Et c'était une initiative complémentaire qui allait nous permettre de récolter des données supplémentaires dont on ne disposait pas. Et nous avons fourni un financement par les SPF. Donc, il y a donc un premier intervenant, Yves Marx, et il y a Herman Deleek également qui vont vous présenter l'impact de la crise Covid sur la distribution des revenus. Il y a aussi Stijn van Hartsem du groupe d'études de l'Université catholique de Louvain qui va vous présenter les données détaillées. Il y a également Bram Oudenaert du Centre de recherche sociologique de la KU Leuven qui va vous présenter les avantages et les inconvénients des données administratives pour ce suivi. Je laisse la parole au professeur Yves Marx. Merci beaucoup. Je vais parcourir avec vous le travail de Covivat, le travail le plus récent et un peu moins récent, une rétrospective du travail de notre consortium. Donc, la situation en mars 2020, la grande question qui se posait était de savoir ce qui allait se passer. Et je me souviens qu'on a reçu cette question dans la presse et aussi au Parlement. Tout le monde demandait ce qui allait se passer. Et on devait rester sans réponse parce que l'avenir était un grand inconnu. Et en tant que scientifique, on veut toujours se baser sur des données connues, ce qui était impossible. Et nos modèles existants, dont on se servait, ne permettaient pas d'estimer ce qui allait se passer et quel était l'impact de la politique. Donc, ces modèles utilisaient des données annuelles et en plus des données d'il y a quelques années. Cependant, on voulait avoir des informations récentes. Ce qui s'est passé en mars 2020 était du jamais vu. Les gens ne perdaient peut-être pas leur travail, mais la situation était très incertaine. On demandait ce qui était en train de se passer. Donc, il fallait des modèles qui allaient nous permettre de prédire l'avenir et d'expliquer ce qui se passait. Et vous vous souvenez peut-être, lorsque vous pensez au premier confinement, vous savez aussi qu'il y a eu toutes sortes de spéculations. Donc c'était vraiment les scénarios de tsunami. Les gens pensaient qu'il allait y avoir un tsunami d'inégalité. Et on a vu la présentation d'An Kuhn et maintenant on sait que c'est l'inverse qui s'est produit. Donc ça, on le sait maintenant, mais à l'époque,
on ne savait pas encore. Vous vous souvenez peut-être, hein, le Financial Times montrait cet article, hein, donc pour dire, voilà, on va devoir s'y prendre autrement, il faudra changer le fonctionnement de l'État. Au fil du temps, on s'est demandé ce qui se passait réellement. Et là, nous avions un handicap. On n'avait pas d'informations en temps réel. Il ne faut pas oublier que dans certains pays, c'était le cas. Entre autres, parce que dans ces pays, on avait des informations en temps réel. Il y avait des échantillons représentatifs qui existaient dans d'autres pays. Nous avions des informations, mais qui n'étaient pas représentatives dans d'autres pays. Aux Pays-Bas, en France, il y avait des panels, donc un échantillon représentatif de la population qui permettait de fournir des informations en temps réel. En Belgique, ces informations n'existaient pas. On a fourni des efforts incroyables. On s'est activé tout de suite, mais les informations restaient fragmentées, c'était trop lent. Et nous avions fonctionné de manière anecdotique. Covivat s'active, les administrations se sont activées. Nous l'avons déjà entendu à plusieurs reprises cet après-midi, mais aussi les universités ont fait beaucoup de travail, entre autres l'université d'Anvers et Leuven, donc les personnes sont présentes ici. Et nous avons donc entamé le travail du consortium. On a reçu un financement du SPF Sécurité sociale et aussi du fonds d'études de l'université d'Anvers. Nous avons commencé à écrire les premiers essais, donc je ne vais pas les parcourir parce qu'aujourd'hui je n'ai pas le temps de le faire, mais cela nous a permis d'avoir une première idée de ce qui se passait. Donc le premier document était basé sur une enquête à grande échelle auprès des CPAS, ce qui nous a donné une idée de ce qui se passait à ce niveau-là. Et il y a d'autres notes politiques que vous voyez à l'écran. En 2020, il y a les collègues de Louvain qui ont fait une première estimation des caractéristiques socio-économiques des personnes qui étaient touchées. Et ensuite, nous sommes penchés sur les personnes actives vulnérables. Donc, nous avons analysé ces profils-là, etc. Et au fur et à mesure que les données disponibles augmentaient, on avait une idée plus précise de ce qui était en train de se passer. Il y avait des données médicales qui étaient disponibles, ce qui nous permettait de faire le profil des personnes qui étaient touchées par le Covid, des personnes qui décédaient suite au Covid. Et on avait aussi des données disponibles sur ce qui s'était passé sur le marché du travail grâce à Statbel qui nous fournissait les données assez vite. Donc ça nous a permis d'avoir une idée de ce qui se passait sur le marché du travail. Et la dernière note politique nous a permis de combiner plusieurs données. Heel belangrijk, en daar gaan we het ook vandaag. Et puis, très important, nous pouvions faire du nowcasting, mais comme je vous ai dit, cela a pris un certain temps. Parce que nos modèles étaient basés sur des données annuelles. Donc, on devait les reconvertir en modèles qui permettaient de dire quelque chose sur ce qui passait mois après mois. Et bien sûr, il y avait toutes ces nouvelles mesures, donc le chômage temporaire, oui, c'est vrai, il existait un modèle, mais il y avait plein d'autres nouvelles mesures que nous devions intégrer et d'autres mesures qui s'ajoutaient et qui devaient être intégrées
dans nos modèles. Donc, nous avons pu faire cela au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle le nowcasting. Mais bien sûr, on avait un peu de retard sur la réalité. Mais la bonne chose est que le travail est fait, que nous avons cette expérience. Et vous allez d'ailleurs voir que ça a été très utile. Oui, et bien sûr les données administratives, mais ça sera le sujet de la présentation de Bram, donc je ne m'y attarderai pas trop. Alors, dans le temps qui m'est imparti, je voudrais vous parler de notre dernier délivrable. Donc, c'était un travail qui a été fait par Maïssa Rawizan, Wouter Nelen et Sarah Marshall, qui auraient dû être là aujourd'hui à ma place. Mais Sarah attend son premier enfant un de ces jours. Et donc voilà, moi j'ai l'honneur de venir présenter ces chiffres. Alors, ce rapport a étudié la volatilité des revenus. Donc, dans quelle mesure ou avec quelle rapidité notre sécurité sociale a réagi. Et donc, en général, quand on parle de la précarité, des inégalités, en fait, on regarde ces données sur base annuelle. Mais une année est une période très longue, surtout pour les personnes qui ont des difficultés financières. Une année peut être une éternité. Et on peut avoir peut-être suffisamment de revenus sur base annuelle pour être au-dessus du seuil de pauvreté, mais d'autres mois sont parfois beaucoup plus difficiles. Et donc, ce serait bien de d'abord voir en quoi consiste cette volatilité des revenus et est-ce que notre sécurité sociale réagit de manière adéquate. Et ça, c'est important parce que nous savons que cette volatilité, donc il s'agit de fluctuations dans les revenus, les personnes qui ont peut-être revenus de 20 000 euros par an, mais en janvier, c'est un peu plus, en mars, un peu moins, puis en avril, à nouveau un peu plus. Et donc, on prend en compte ces fluctuations. Et il est évident que cela a un impact. Et juste pour vous illustrer cela, je vous montre ce graphique issu d'un autre rapport de mai 2020 où on regardait les réserves financières parce qu'on dispose maintenant de bonnes données et ce graphique est interpellant et vous montre en fait quelle est la liquidité. Donc, combien d'argent est-ce que les personnes ont sur leur compte en banque, leur compte à vue et leur compte d'épargne. Et dans l'Oreca, par exemple, on a vu que 73%, donc 7 travailleurs sur 10, n'avaient pas suffisamment d'argent sur leur compte en banque pour compenser un mois ou pour pouvoir vivre un mois sans revenu ou pour pouvoir vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Donc c'est ce que vous voyez ici. Le monde artistique, par exemple, là c'est même 50%. Et c'est un autre graphique qui illustre la même chose, le taux de chômage temporaire, donc pour voir quel secteur a été le plus fortement impacté. Et donc ici, on voit qu'il y a des personnes qui ne peuvent même pas tenir 3 mois. Et donc ici, vous voyez le secteur de la construction, la restauration, donc 80-90% des personnes ne disposent pas des moyens liquides pour compenser 3 mois de perte de revenus. Et c'est pour cela que c'est si important d'analyser cette volatilité. Donc voilà ce qui a été fait dans ce rapport. Donc on a analysé cette volatilité et donc on regarde quelle est l'efficacité de la sécurité sociale des mesures mises en œuvre pour essayer de limiter cette
fluctuation, cette volatilité. Mais ceci est sur base de données simulées. Donc, nous ne disposons pas de données réelles mensuelles. Donc, en fait, on a dû faire toute une reconstruction parce que nous disposons de données fiables, par exemple, du marché d'emploi. Donc, on sait si les personnes sont au chômage ou non, et sur base de ces données-là, on peut faire une reconstruction de cette volatilité, mais ce n'est donc pas une volatilité observée, mais une volatilité simulée. Et donc ici, vous voyez cette volatilité, et donc c'est un coefficient de variation. La volatilité exprimée par rapport au revenu moyen. Et plus la barre est haute, plus cette volatilité est élevée. Et donc là, c'est donc par rapport, donc exprimé en pourcentage du revenu disponible. Et donc vous voyez clairement que les plus faibles revenus ont une volatilité plus élevée que les personnes avec des revenus plus élevés. Alors, on regarde deux choses et c'est important de faire cette distinction. Donc, la volatilité dans les revenus. Donc là, il s'agit du salaire. Et pour les indépendants, les revenus générés par une activité d'indépendant. Et puis, les revenus disponibles. Donc, ce sont en fait les revenus, y compris les transferts. Donc, ce qui est disponible. Et ici, cette volatilité dans les revenus est plus élevée que dans les revenus disponibles, ce qui dit quand même déjà quelque chose sur l'impact des transferts et de la protection sociale. Alors, ici, dans ce graphique-ci, on fait la distinction entre différents groupes. Donc, l'intégralité des personnes, donc toutes les personnes touchées. Donc ça, c'est le groupe le plus important. Donc ça, c'était les personnes qui, en 2020, on parle de la période de 2020, donc les personnes qui étaient au chômage ou en chômage temporaire, les indépendants qui ont demandé le droit de passerelle, les personnes, les allocataires sociaux, donc les personnes qui ont été touchées par le Covid et ont donc perdu des revenus. Et alors, on voit ici quel a été l'énorme impact pour l'année 2020. Donc on voit cette volatilité et bien sûr cela ne vous étonnera pas. Cette volatilité a fortement augmenté et puis quand vous regardez ici la barre en rouge, qu'est-ce qui s'est passé avec les revenus réels? Là, on voit déjà moins de volatilité, ce qui témoigne de l'impact des mesures, le chômage, le chômage temporaire, le droit de passerelle, le revenu d'intégration, etc. Donc, cette sécurité sociale a bien fonctionné. Et surtout, auprès des personnes en dessous du seuil de pauvreté. Bon, ici, il s'agit de la population active. Donc ici, vous voyez la population active qui est sous le seuil de pauvreté, les personnes qui étaient déjà sous le seuil de pauvreté, qui ont été le plus fortement touchées. Et donc là, on voit que l'impact était également énorme. Il y a eu toute une analyse qui a été faite, mais je ne vais pas trop m'y attarder. Il y a eu des mesures fédérales qui ont d'ailleurs été les plus importantes, qui ont eu l'impact majeur, et puis les mesures régionales qui avaient un impact moindre et qui venaient plus tard également, les suppléments sur les allocations familiales, etc. Donc tout cela ne vous étonnera pas. Et puis, pour conclure, et alors j'ai plus ou moins respecté le temps qui m'était imparti, on peut également voir quelle est l'efficacité, parce que maintenant on a parlé de l'impact. Donc si l'argent qui a été dépensé a été bien utilisé. Donc en fait, on peut regarder pour les dépenses qui ont été faites, combien d'argent a été donné aux personnes qui
sans cet argent aurait été en pauvreté, donc pauvreté pré-transfert, qui avait insuffisamment de revenus. Et puis, on peut donc également regarder dans quelle mesure cela a réellement eu un impact et a permis de réduire la pauvreté. Et bien sûr, cet impact a eu importance, c'est ce que vous voyez ici. Et vous voyez aussi quelle a été l'importance relative, non, je ne peux pas l'exprimer comme ça, quelle a été l'efficacité de ces mesures. Donc les primes que les personnes ont reçues, les allocataires sociaux, a été la mesure la plus efficace. Et cela ne devrait pas vous étonner parce que ce sont de toute façon les personnes qui avaient déjà un faible revenu. Donc si on leur donne un supplément, eh bien c'est une bonne décision. Et puis bien sûr les allocations de chômage, le droit de passerelle et le chômage temporaire. Beaucoup moins, mais ce n'est pas étonnant parce que de nombreuses personnes qui étaient en chômage temporaire, oui, n'étaient pas pauvres ou n'étaient pas proches du seuil de pauvreté, avaient souvent aussi un partenaire qui n'était pas touché du tout, qui était dans un autre statut, des personnes qui recevaient toujours le même salaire. Et de nombreuses personnes en chômage temporaire avaient aussi besoin, bien sûr, de ce chômage temporaire parce qu'elles perdaient une partie de leurs revenus, mais d'un point de vue de la pauvreté, du seuil de pauvreté, c'était moins nécessaire. Alors, je n'ai pas vraiment de slide de conclusion, et j'ai encore quelques réflexions. Donc, je voudrais brièvement vous dire que ceci sont des données simulées. Et bien sûr, nous avons besoin de davantage de données en temps réel pour vraiment pouvoir dire qu'est-ce qui se passe. Et alors, je fais le lien avec Stan. Quand on fait des analyses, les détails sont importants. Le niveau de détail est très très important et fait la différence. Et je pense que c'est ce que Stan va vous expliquer. Merci.